Personnellement, à la campagne, j'ai eu un décès, un jeune homme qui avait 15 ans, qui a fait une encéphalite grippale. Et bon, les gens mouraient comme des mouches. On n'en a pas fait un plat. On a soigné ça et puis ça a duré 10, 12 jours, 15 jours et puis voilà, et puis ça s'est terminé comme ça. Contrairement à ce qu'on vous rabâche, on vous dit on n'a jamais vu ça, c'est des pauvres gens qui sont idiots et qui ne connaissent ni l'histoire ni rien du tout et qui sortent d'un panier comme d'un œuf et ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais vu ça parce qu'ils sont trop jeunes tout simplement, mais ça a existé. Je vais vous dire quelque chose que je trouve très agaçant. Tous les soirs, vous avez un soi-disant professeur qui s'appelle Salomon, qui vient à la télévision vous raconter combien il y a de morts, combien il y a de malades, combien... Et voilà, et puis bien vous angoisser. Les 3 premiers mois, c'est-à-dire janvier, février, mars, on est à 158 000 morts. Alors, c'est plus que la moyenne de l'année dernière qui était à 153 000, mais entre 153 000 et 158 000, il n'y a quand même pas une différence extraordinaire. Il y a 6 000 morts. 5, pardon. Alors, est-ce que ça ne serait pas grâce au confinement, justement ? Alors, je ne sais pas si c'est grâce au confinement ou pas, mais en tout cas, ce que je dis, c'est des choses objectives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les gens tombent comme des mouches et qu'il y a 50% de plus ou 20% de plus de morts que l'année dernière. C'est pas vrai. Alors j'ai des chiffres sous les yeux. Apparemment, il n'y a que 3% des cas, 3% seulement de jeunes de moins de 20 ans qui décèdent et des personnes de moins de 40 ans, 0,2%. Oui. Ça m'étonne même qu'il y ait 3%. Mais enfin, si vous me le dites, c'est que c'est vrai. Apparemment. Bon, qu'est-ce qui se passe ? La moyenne d'âge des décès est de 75 ans. Pourquoi ne pas développer des tests sur des personnes âgées, les préserver ? D'abord, parce que des tests, il n'y en a pas. On vous raconte des histoires. On se fout de vous. À quoi servent les 1000 milliards ? Il n'y a pas de masque. Donc on vous dit que le masque ne sert à rien. Et si bête, Ndia, il vous explique que même si elle avait un masque, elle ne saurait pas comment le mettre. Marqué, si elle s'appelle Sibeth, il y a sûrement une raison. Il paraît que Sicone, ça n'existe pas comme prénom. Mais bon. Elle aurait fait des études d'économie, mais sans doute d'économie d'intelligence. Oui, certainement. En tout cas, elle est du Sénégal et ses parents sont des personnalités extrêmement importantes au Sénégal, ce qui explique sa promotion ultra rapide. Mais elle est sympathique. Enfin, pour moi, je la trouve sympathique. Sympathique, mais tarée. Hein. Maintenant, vous avez eu le covirus. Je vous fais un test sérologique, donc une prise de sang. Alors déjà, ça, pour l'instant, enfin, depuis hier, peut-être qu'on y arrive, mais jusqu'à hier, on était incapable. On n'avait pas ce qu'il fallait, pas les réactifs. C'est un véritable bordel. Bon. On vous fait une prise de sang. Cette prise de sang dit que vous avez eu effectivement le Covid. Bon. Mais elle ne dit pas que vous êtes immunisé. On n'en sait rien. On ne sait pas si le fait d'avoir le Covid fait que vous ne l'aurez pas dans 15 jours ou que vous vous êtes immunisé pour 2 mois ou 6 mois, puis qu'après vous risquez de le revoir, on ne sait rien du tout. Tout dépend du métabolisme de chacun. Bon, donc en réalité, ces tests, ça n'a aucun intérêt, sauf lorsque on a un doute. Donc le médecin qui reçoit quelqu'un a un doute, il se dit mais qu'est-ce qu'il a celui-là ? Est-ce qu'il a le Covid ou est-ce qu'il a autre chose ? Alors à ce moment-là, on peut faire un test. Mais un test dans le nez, parce que si on fait un test sérologique, il faut 20 jours pour que ça se positive. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train un peu d'exagérer les choses, puisque, comme on disait, il y a des grippes qui ont fait des millions et des millions de morts, c'est la réalité. Il y a Trump qui a dit quelque chose d'intéressant. Nous ne pouvons pas laisser le remède être pire que le mal, c'est-à-dire l'arrêt de l'économie. Oui. Si on écoutait les docteurs, ils mettraient le monde entier en confinement.
Vous êtes d'accord avec ça, docteur? Alors, je suis d'accord avec... C'est compliqué. Je suis d'accord avec ce que dit Trump. Bon. Mais, je ne suis pas forcément d'accord avec la philosophie qui sous-tend ça. Parce que Trump met en avant l'économie et dit que si on asphyxie l'économie, c'est bien pire que d'asphyxier les gens, en quelque sorte. Or, c'est des propos de partisans de l'expansion perpétuelle, l'augmentation du produit brut, on a une voiture, on en veut 2 voitures, puis 3 voitures, 4 télés, 2 piscines. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de profiter de cette histoire de covirus? Je dis bien histoire, parce que à mon avis, c'est en partie une histoire, pour revenir à des valeurs simplifiées. En Afrique, on remarque le fait que la chloroquine soit utilisée comme anti-paludéen. Je tiens à ma question. J'y tiens. Oui, allez-y, je suis tout à fait outillé pour vous répondre. On remarque quand même qu'il y a très peu de cas en Afrique. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses-là? Est-ce qu'il y a une corrélation? C'est pas grave si vous avez fait tomber du café. Alors, l'Afrique, je connais très bien. Très très bien. J'ai une maison au Cameroun, j'y vais de temps en temps, enfin souvent, j'ai de la famille, etc., etc. Donc je sais à peu près de quoi je parle. Maintenant, la chloroquine. Alors, la chloroquine, c'est un dérivé de la quinine. La quinine est une substance, à l'origine, qui était extraite du quinquina. Le quinquina, ça vient d'une plante en Amérique du Sud qui s'appelle le Chinchonnia quinquina, je crois, et que les Indiens avaient trouvé au XVe siècle, peut-être même avant, et ils s'en servaient pour faire des infusions et des préparations pour guérir ou améliorer la santé des gens qui avaient des fièvres récurrentes. Alors, on appelait ça la fièvre tierce ou la fièvre quarte. Ça veut dire que tous les 3 jours, vous avez une poussée de fièvre. Ou quarte, c'est tous les 4 jours. Eh bien, ces espèces de fièvres, c'était des fièvres en partie ou presque toujours dues à la malaria. La malaria qui est le paludisme, transmis par les moustiques, femelles, bien sûr, femelles, méchantes. Et Pas de misogynie chez nous, attention. On aime les femmes. Oui, mais c'est médical. Cet extrait de quinquina, quand les jésuites sont arrivés dans les bottes des conquistadors, ils ont évidemment commencé par attraper le paludisme, être malades comme des chiens, et les Indiens leur ont donné cette préparation, et donc ils s'en sont servis, ils ont compris d'où ça sortait, etc. Et d'ailleurs, au XVIIe siècle, ça s'appelait l'herbe aux jésuites. Bon, alors après, on a extrait la substance active. On l'a, à la fin du 19e siècle, on a pu la synthétiser au début du 20e. La synthétiser avec de la chimie chez Bayer et autres. Enfin bon, je vous passe les histoires. Parallèlement à ça, il y a des commerçants qui ont utilisé le filon. Il y a un apéritif qui s'appelle le Saint-Raphaël Quinquina. Et puis, il y en a un autre qui existe toujours, qui s'appelle l'Amer Picon. Alors, l'Amer Picon, il y avait un troufion qui s'appelait Picon, qui était en Algérie.
son général était très préoccupé par les soldats qui avaient le paludisme en Algérie, puisque ça existait à cette époque. Il a parlé, alors le picon en question, c'était un distillateur ou quelque chose comme ça. Et le général lui a parlé, et l'autre a eu l'idée de faire de faire une boisson à base de quinquina, qui est amère. Et donc il a mis avec ça après du sucre, du vin, etc. Et ça s'appelle donc l'amer picon. Et c'est connu du peuple sous le nom de picon-bière, parce qu'on met le picon dans la bière et on s'enfile ça. Et le monsieur Picon, on lui a donné la Légion d'honneur parce qu'il a sauvé du paludisme un tas de troufions qui étaient en Afrique du Nord. Par contre, ils ont attrapé des cirrhoses du foie, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, si je veux me protéger du coronavirus, est-ce qu'il faut que je boive beaucoup de picon-bière Non. En 1947, le laboratoire, alors je ne sais plus si c'est Bayer ou un autre, peu importe, a déposé la formule d'un médicament qu'ils ont appelé la nivaquine. Nivaquine, ça veut dire nouvelle quinine, en quelque sorte. Ils ont eu l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire l'autorisation de commercialiser, et l'usage de cette nivaquine, c'est la prévention et éventuellement le traitement, ce n'est pas les mêmes doses, du paludisme. Bon, très bien. Depuis 1947, donc ça doit faire 70 ans ou quelque chose comme ça. 73. Il y a, comme le dit le professeur Raoult, des milliards de gens qui ont pris de la nivaquine pendant des semaines, des mois, voire des années. Car les Blancs qui habitent en Afrique bouffent leur nivaquine tous les jours. Enfin, nivaquine ou autre chose, mais qui est un produit à base de quinine. C'est ce que mes amis sportifs me disaient lorsqu'ils partaient en Afrique. Alors, mais bien sûr, c'est obligatoire. Enfin, obligatoire. Si vous ne le faites pas, il ne faut pas vous plaindre après d'avoir attrapé le paludisme. Cardiaque, après, il y a des gens qui ont des maladies de cœur, il y a des gens qui... Bon, mais d'abord, ils n'ont pas besoin d'aller se balader en Afrique s'ils sont à moitié morts. Et puis ensuite de ça, ils n'ont qu'à lire les contre-indications et leur médecin. Mais c'était en vente libre, donc le médecin n'est pas forcément consulté. Mais je vous répète avec force que c'est un mauvais procès, c'est un procès de voyous qu'on fait à cette nivaquine qui, depuis plus de 70 ans, était utilisée tout le temps, et maintenant, Mme Buzyn, soi-disant ministre de, je sais pas quoi, de la Santé, a trouvé le moyen de faire cataloguer la nivaquine au mois de janvier comme quelque chose qui empoisonne les gens, enfin c'est interdiction de la vente sans ordonnance. Remarquez, depuis la situation a évolué, parce que maintenant c'est interdit à la vente tout court. Donc, et de toute façon, il n'y en a pas. Parce que tous les stocks ont disparu. Alors que c'est très facile à produire. Enfin, mais bien sûr, mais c'est... Ça coûte rien, finalement. Mais non, mais justement... C'est fou. Justement, le fait que ça coûte rien, aux yeux de l'industrie pharmaceutique, n'est pas un compliment, c'est pas, bien au contraire, parce qu'une boîte de nivaquine, ça doit coûter 4 € ou quelque chose dans le genre, et on va vous proposer des bazars antiviraux et machin, et qui valent 50, 60, 150, 400 €. Bon, alors là, évidemment, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour l'industrie pharmaceutique. Les usuriers modernes. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Alors, le coronavirus, comment on pense enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des courbatures
vous avez un peu mal, ou très mal, enfin mal à la tête, mal dans le cou, et la fièvre, une fièvre qui commence à monter. Qu'est-ce que vous dites? La gorge vous pique. Vous dites, oh, j'ai la grippe. Je vais prendre un grog, je vais prendre du paracétamol et puis ça va passer. Le lendemain, ça ne s'arrange pas. Le paracétamol vous fait pas grand-chose et la fièvre continue à monter. Vous arrivez à 38, 9, 40, 39 d'abord. Bon. Vous transpirez, vous avez rien de très précis. Le troisième jour, la fièvre continue à monter, et puis vous transpirez beaucoup. Et puis, si tout va bien, petit à petit, la fièvre va baisser. Vous allez continuer à prendre un peu de paracétamol, et puis, au bout d'une semaine, en gros, 5 jours, ça va mieux. Vous recommencez à manger, à bouger, à respirer, ça va mieux. Bon. Vous êtes en vie au moins. Vous êtes en vie. Bon, qu'est-ce que vous avez eu? Une grippe, point barre. Vous venez voir le médecin, moi ou un autre. Il vous dit, écoutez, restez au chaud, prenez pas froid, buvez beaucoup, prenez du paracétamol, changez-vous si vous transpirez, et puis voilà. Puis attendez que ça passe. Et bientôt, est-ce qu'on n'aura pas des dealers de chloroquine, quoi? Attendez. Doucement. Donc, ça, c'est quand ça se passe bien. Quand ça se passe moins bien, mal, mettons moins bien, vous avez la même chose, les mêmes signes, tout ce que j'ai expliqué, et en plus, vous commencez à être gêné pour respirer. Vous toussez, et ça vous gêne, ça vous oppresse. Alors là, il faut faire... alors, appelez le 15, ce que vous dit le président de la République. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est une radio ou un scanner des poumons pour voir s'il y a une attaque pulmonaire. Et puis, être prêt à vous intuber si, par hasard, vous avez une détresse respiratoire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu le coronavirus, qui ont toussé et puis qui n'ont jamais eu de détresse respiratoire. Par contre, si vous avez 85 ans, que déjà vous avez une bronchite chronique et puis vous avez fumé 2 paquets de gitane par jour, etc., il ne faut pas vous étonner d'être gêné pour respirer. Hein. Bon. Ouais. Bien. Ça, c'est le cas où ça va moins bien. Alors, on vous intube, on vous ventile, c'est-à-dire qu'on vous fait respirer artificiellement, et puis dans 3 cas sur 4 ou 3 cas sur 5, vous vous en sortez à condition de ne pas avoir 85 ans. Dernier cas, alors là, c'est vraiment la merde, c'est-à-dire que vous êtes vraiment mal, vous avez une fièvre terrible, vous n'arrivez plus à respirer, donc là, il faut vous intuber tout de suite, vous faire respirer. Et si vous avez de la chance, vous en tirez. Parce que il faut savoir aussi que les services de réanimation ont eu pour instruction de ne pas s'occuper des personnes âgées en détresse respiratoire. De les laisser mourir tranquilles, même de les accélérer en leur filant de la morphine et de l'hypnovène. C'est-à-dire la morphine pour les abrutir et les endormir, et l'hypnovène, c'est quelque chose qu'on utilise pour induire les anesthésies générales. Bon. Voilà, c'est comme ça. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est sûr, ce n'est pas des histoires. Je l'ai vu écrit, des instructions écrites. Je pense qu'il faut que nos chers auditeurs soient moins angoissés, moins anxieux, et qu'ils pensent que finalement, tout ça, ça va s'arranger. Mais il y a des gens responsables.
Oui, il y a des gens qui ont alimenté toute cette histoire. Et puis, je l'ai écrit il y a 25 ans ou 30 ans. Les maladies virales ont une caractéristique, c'est le rebond. C'est-à-dire que ça va mieux, tout le monde est content, et puis hop, ça revient. Alors, ça revient pourquoi ? Bien, parce que le virus a muté, donc c'est plus le même virus. Enfin, c'est le même, mais il est plus pareil. Ou parce que c'est un autre virus. Et attendez-vous, mes chers amis, à ce que tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, enfin je ne sais pas quel rythme, vous ayez encore des saloperies venant de Chine qui viennent vous embêter. Mais peut-être que les prochaines fois, on ne fera pas tout le tintouin qu'on a fait avec ce covirus et qu'on fera comme on a fait pour la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, où, ma foi, on a attendu que ça passe. Parce que ça finit toujours par passer. La grippe espagnole, qui était une horreur absolue, un jour, en 1920, ça a quand même duré 2 ans, un peu plus de 2 ans. Un jour, elle s'est arrêtée. On ne peut pas dire que ça a été un médicament, un vaccin ou je ne sais pas quoi, puisqu'il n'y avait rien. Et bien, ça s'est arrêté comme ça. Alors, l'explication, c'est peut-être que quand un certain pourcentage de la population a eu la maladie, il ne l'a pas une deuxième fois, en supposant qu'elle soit immunisante, ce dont on n'est pas du tout sûr. Mais enfin, la grippe espagnole, peut-être qu'elle était immunisante. Donc, au bout d'un certain temps, quand vous avez plus de 50%, je pense que c'est 60 et quelques pourcents de la population qui a eu le truc, eh ben, le virus, il ne sait plus où aller, donc il finit par disparaître. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça que ça va se terminer en France.